merci de venir écouter cette conférence que nous faisons sur le plan de relance européen. À nouveau, je devrais dire, parce que dans le GRASP 44 qui est sorti en décembre de 2021, on avait rendu déjà compte d'une conférence qui avait été tenue il y a un an, qu'on avait organisée un an avec Gerd-Jan Koopman et déjà avec Catherine Vieildan sur le même sujet. Et le plan de relance, comme tout le monde le sait, c'est disons, le plan qui s'est ajouté au budget européen, lui permettant d'atteindre, disons, 2000 milliards d'euros. Et ce plan, il est financé, ce qui est une première historique, peut-être annonciatrice des évolutions futures par, disons, un recours au marché par des emprunts réalisés par la Commission elle-même. Ce qui soulève aussi la question, comme nos orateurs vont le dire, sur les questions des finances propres, des ressources propres. Alors, pour parler de ce plan de relance à nouveau, il y a Catherine Vieildan et Jean-François Drevet. Ce sont deux collègues qui se trouvent au comité, qui sont membres du comité de rédaction de GRASP et aussi des animateurs de l'UF Groupe Europe qui vont intervenir en premier. Suite à ces deux interventions, Olivier Baudin, qui est aussi membre du comité de rédaction de GRASP, et aussi fondateur, voire président de Green Intervention, une association qui a trait, disons, à la dimension environnementale, comme peut-être il se présentera lui-même, fera la première intervention et pour lancer le débat, et suite à quoi on débattra avec vous. Vous pourriez poser des questions en allumant la vidéo. Vous pouvez mettre votre vidéo parce que le système le supporte, contrairement peut-être au système de la commission. Et donc, il y aura des questions et des réponses avec nos deux intervenants et avec le concours d'Olivier Baudin, donc de manière à faire le tour des questions qui se posent. Le tout fera l'objet d'un compte rendu qui sera publié dans le GRASP, je crois, 46, c'est-à-dire le GRASP de fin d'année de la rentrée. Alors Catherine, je te passe la parole de manière à ce que tu exposes comment tu vas te partager le travail avec Jean-François Drevet. Puis une fois fini, comme je l'ai annoncé, je donnerai la parole à Olivier Baudin et puis ensuite aux différents participants à cette conférence. Merci de votre écoute. Catherine, à toi de parler. Oui, bonjour à tous et à toutes, et merci à GRASP d'avoir organisé cette conférence et de nous avoir demandé de revenir sur une question qui est toujours d'actualité, qui est le plan de relance. Je vais peut-être rappeler les circonstances, parce que les circonstances de crise exceptionnelle de 2020 sont encore renouvelées, réinventées, cette fois par la guerre. Et que la question budgétaire reste éminemment d'actualité. Je vais rappeler cet historique. Je laisserai Jean-François Drevet, donc co-auteur de cet article qui est paru en 2021 dans Futurible, présenter ce qui s'est passé au niveau d'un budget qui était verrouillé et qui a été déverrouillé. C'était une rupture historique depuis les années 80. Et je reprendrai peut-être la parole sous contrôle du modérateur sur la question de l'emprunt et des ressources propres. En effet, en mai 2020, si on s'en rappelle, la Commission avait complètement refondu ses propositions pour un cadre financier pluriannuel de 7 ans en raison de la crise sanitaire. Et c'est très heureux. Donc, on avait avant cela des perspectives qui étaient un rétrécissement de notre PIB, de notre richesse collective suite au Brexit. Et la direction générale des budgets, puisque la commission est responsable d'exécuter, de préparer aussi et de concevoir le budget, répondait à cette contraction du PIB et visait à assurer le financement des actions à venir 2021-2027. Mais en mai 2020, effectivement, tout quelque part a explosé. Tous les verrous ont sauté. En quelques mots, d'abord par la taille.
avec un budget donc pluriannuel de 1 000 milliards environ, mais aussi un plan, exceptionnel d'investissement qui s'appelle Next Generation EU pour relancer l'économie et permettre à l'économie européenne, de résister à la contraction brutale qui résultait des confinements. L'autre innovation, ça a été effectivement, la possibilité qui a été donnée par, les États membres de d'emprunter massivement et on y reviendra bien entendu et enfin, de relancer les réflexions qui étaient bloquées depuis très longtemps. On était dans un statu quo assez mortifère vu les circonstances. Relancer donc les réflexions sur les ressources propres traditionnelles qui ne sont pas une nouveauté, mais qui avaient quelque part été, mises en sommeil pour des raisons qu'on expliquera. Donc on était devant un plan, inouï au vu des lignes rouges qui étaient maintenues, de discipline budgétaire, de prudence, comptable extrême. Mais l'urgence, comme souvent, a amené, les institutions et les États membres en particulier à déverrouiller les choses et on a désormais un plan de relance qui fait 5 fois, le budget. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur la boîte des 1 dans laquelle le budget européen était enfermé et le fait que, ce qui s'est passé aussi dans ce plan, c'est d'insérer une dimension de redistribution, qui vient en compensation du principe de responsabilité budgétaire et enfin, une capacité de rapide, réaction qu'a révélé, la Commission européenne et surtout les institutions et les États membres. On a pu faire face à cette urgence et là, c'est une leçon extrêmement précieuse puisque les urgences, malheureusement, se multiplient. Autre dimension qui me semble tout à fait révolutionnaire dans ce plan de relance, c'est que nous sommes sortis du court terme. L'Union européenne, outre relancer des réflexions sur les recettes, ce qui n'avait plus eu lieu depuis 30 ans, s'est donné la capacité d'emprunter massivement, 800 milliards en 7 ans, et de rembourser sur le long terme, jusqu'en 2058. Donc l'Union européenne, pour une fois, s'est donné un espace de respiration et a pris ce que j'appelle la juste mesure de ses capacités. Nous sommes un bloc commercial de premier rang, nous sommes d'ailleurs le premier bloc commercial mondial, nous sommes la première force normative mondiale, mais nous sommes dans un corset budgétaire qui nous a condamnés souvent à l'impuissance. Et ceci n'est plus possible. Je pense que c'est un peu la leçon qu'on a tirée de la crise financière de 2008, quand on a vu que les règles que nous avions définies de commun accord depuis Maastricht n'étaient plus adaptées à la situation. Et quand enfin les États membres ont convenu qu'il fallait aller au-delà, au moins à titre euh, temporaire. Il faut se rappeler qu'en avril 2020, c'est pas très loin, il y avait déjà eu une réaction à hauteur de 540 milliards d'euros, qu'on appelle le paquet Corona, qui était assis sur un mécanisme de stabilité européen de 250 milliards pour répondre aux besoins du système de santé, la crise sanitaire véritablement, pour les États membres, mais également une intervention de la Banque européenne d'investissement qui garantissait 20 milliards de prêts pour les entreprises et enfin un plan essentiel qui était SURE, qui répondait donc à l'urgence de l'emploi. Il s'agissait de maintenir l'emploi contracté par la crise sanitaire et le confinement et de permettre à la main-d'œuvre de rester en poste. Donc c'était un mécanisme de financement du chômage partiel, 100 milliards d'euros. Ça n'était pas rien. Donc nous avons réagi rapidement. Mai 2020, comme je l'ai dit, un plan de relance adossé à un cadre financier pluriannuel complètement refondu, en réponse à une contraction extrêmement brutale. Et je vais peut-être montrer une image, euh, voilà, si vous me permettez, qui était d'une part, puisqu'il s'agit de prendre la juste mesure des choses et de comprendre quelles sont nos capacités, la taille du cadre financier pluriannuel sur la durée
elle est toujours en dessous des 1%, et même en 2014-2020, elle est en réduction simplement parce qu'on n'est plus que 27. Je voudrais peut-être donner, parce que finalement, il est important d'apprécier les choses, des calculs qu'on avait faits, ce sont des calculs sauvages, les chiffres sont officiels, mais nous avons voulu vraiment mettre ensemble ce qui est souvent éclaté à travers les documents politiques, qui était la réponse totale de l'Union européenne à la double crise économique après 2008 et même 2012, et puis à la crise sanitaire. Donc on a ce dont j'ai parlé, le cadre financier pluriannuel sur 7 ans, dont on a évalué l'impact par rapport au PIB à 7,5%. C'est des grandeurs qu'on n'a jamais connues avant. Le plan de relance qui équivaut à plus de 5% du PIB. Je rappelle, le budget européen, traditionnellement, c'est 1% du PIB. Donc, on a tout à fait changé d'envergure. J'ai bien entendu rappeler le paquet Corona d'avril 2020, qui était environ de 540 milliards. J'ai expliqué rapidement qu'il y avait 3 piliers. Et enfin, l'action de la BCE, juste pour 2020-2021, de 1 300 milliards d'euros. Il y a eu d'autres paquets lancés en réponse à la crise sanitaire par la Banque centrale, donc des rachats de dettes souveraines sur le marché secondaire. Mais cette capacité de renouveler les instruments, de sortir quelque part des lignes de trop grande prudence sans doute que nous avions, est un facteur essentiel qui nous donne la mesure de notre capacité. C'est enfin une manière de répondre, sans doute, et ça c'est une lecture personnelle, ouais, pas seulement la mienne bien entendu, au fait que depuis Maastricht, nous avions une union économique et monétaire, mais qui était essentiellement monétaire et à qui il manquait un pilier budgétaire. Voilà ce que peut être, sous réserve de relance et une seconde étape dans la relance budgétaire européenne, c'est-à-dire un nouveau plan. Ceci n'est certainement pas encore décidé. Donc une capacité à construire une capacité budgétaire à l'Union européenne et à faire face donc ensemble et de manière solidaire en tenant compte donc de l'impact variable des crises externes qui nous arrivent, maintenant la guerre d'Ukraine. Donc nous pouvons avoir un pilier budgétaire propre qui va au-delà de la simple coordination des politiques budgétaires des États membres. Ce fameux pilier budgétaire que Jacques Delors invitait à mettre en place à l'issue de Maastricht. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade, c'était juste donc prendre la mesure des choses et voir ce qui s'est passé. Peut-être Catherine, que je pourrais peut-être cette une fois. question, puisque tu nous invites à une question. Et par rapport aux chiffres que tu donnes, je note qu'ils sont de nature différente, des actions différentes et sur des durées différentes. Il faudrait peut-être les homogénéiser, parce que le budget de l'Union, 1000 milliards, c'est sur 7 ans, donc 1% par an, 1,1% par an, donc 7,5% au total, mais ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés, bien sûr. Ce n'est qu'une valeur illustrative de l'importance des sommes engagées. Ça ne veut pas dire que ça fait 25%, disons, du PIB communautaire, parce que le PIB, c'est par an, là, c'est pour 5 ans. Par exemple, la BCE va peut-être s'arrêter. Donc, ou alors on aura un autre plan de relance. Est-ce que j'ai bien compris? C'est tout. Tout à fait, l'objection de méthode est certaine, enfin, est tout à fait avérée. Simplement, c'est techniquement extrêmement délicat. Tu as tout à fait raison de souligner que le premier plan, il y en a eu un autre, hein, de la BCE, je l'ai concentré, ça allait de 2020 à mi-2021. Donc, je me suis quand même concentrée sur ce premier paquet de rachat d'obligations souveraines. Le paquet Corona, euh, là aussi, c'est encore plus compliqué que la question des durées, puisque ça dépend si les États membres décident d'avoir recours à des prêts. Ce sont des prêts de nature intergouvernementale, garantis par les États membres, donc 250 milliards d'euros, que certains États membres vont activer, notamment l'Italie, l'Espagne, et que d'autres ne veulent pas activer.
Le paquet chaud, par contre, ce sont des subventions accordées aux États membres pour soutenir l'emploi partiel. Donc, il y a beaucoup de problèmes de méthodologie derrière ces chiffres, qui sont d'aligner les durées, mais également de voir l'hétérogénéité des instruments. Le cadre financier pluriannuel, c'est 7 ans, et le plan de relance, c'est plutôt moins de 7 ans, même si les bénéfices macroéconomiques vont s'étaler. Je pense qu'on peut parler de 2021-2024, mais l'impact macroéconomique sera plus durable. Donc, il y a des problèmes de méthodologie terribles dans l'alignement de ces chiffres. Simplement, à l'époque, je me suis dit qu'on ne pouvait pas simplement s'arrêter à la complexité, mais qu'il fallait voir que l'ensemble de ces outils hétérogènes, prêts, subventions, budget européen, emprunt, rachat de dettes, d'obligations souveraines, malgré cette hétérogénéité, on pouvait quand même se donner une idée, prendre la mesure de ce dont nous sommes capables. C'est-à-dire, c'était l'équivalent de 25% du PIB. Et je ne voulais pas faire disparaître cette réalité. Après ça, est-ce qu'on parle de 5% annuel? Je ne m'aventurerai même pas. En tout cas, c'est plusieurs fois les 1% du budget européen. Merci à Georges d'avoir soulevé cette question de méthodologie que je ne résous pas pour des raisons de communication. Merci. Et c'est peut-être à Jean-François là de prendre le relais. Ai-je bien compris, Catherine? Oui, oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci, merci à Graspe d'avoir organisé cette réunion. Merci à Georges et à Catherine. Je vais essayer de, puisque cette affaire a été organisée dans le cadre de l'année 21, c'est-à-dire à une époque où on ne croyait pas encore aux problèmes qu'on aurait avec la Russie, essayer d'actualiser un petit peu le problème en expliquant effectivement qu'aujourd'hui, bon, les problèmes se sont multipliés au cours des 5 dernières années. On a eu des problèmes migratoires, des problèmes de l'union monétaire, on a le problème du Covid, on a eu évidemment avec l'attaque de la Russie sur l'Ukraine un problème à l'Est qui jusqu'à présent ne nous avait pas trop préoccupés, bien que les signes prémonitoires de cette affaire soient apparus dès 2018 quand on n'a pas voulu réagir face aux interventions de la Turquie en Méditerranée, c'est-à-dire qu'on a montré notre faiblesse et ceci explique peut-être que Poutine s'est bien senti à l'aise finalement pour lancer son affaire en Ukraine, qui n'est ni membre de l'Union européenne ni membre de l'OTAN, alors qu'on n'avait pas défendu 2 États membres en 2019-2020 avec la piraterie aérienne en Méditerranée. Donc, il y a maintenant des problèmes un peu partout. Et en remontant un petit peu dans l'histoire, on s'aperçoit que les instruments qu'on a utilisés au cours des 30 dernières années se sont montrés insuffisants et que grâce au Covid, on a mis une brèche dans un système qui était auparavant verrouillé. Je m'explique. Depuis la fin des années 80, on a monté le marché unique européen et on a procédé à toutes sortes de déréglementations, privatisations, etc., qui ont eu des conséquences sociales peut-être qu'on n'a pas bien estimées, en tout cas qu'on n'a pas bien estimées au niveau européen. Et avec l'union monétaire, on a mis en place un système, je dirais, de police budgétaire qui a entraîné aussi des effets considérables, en fait, en termes de difficultés sociales. Ceci est une politique que nous avons plus ou moins subie pendant une trentaine d'années, avec les effets politiques que nous voyons tous, notamment une sorte de diabolisation de l'Union européenne et de la construction européenne sur une longue période, qu'elle vienne de l'extrême droite souverainiste ou qu'elle vienne de la gauche qui critique l'ultralibéralisme prétendu de l'Union européenne. On se situe maintenant dans une difficulté politique. Cette difficulté est importante parce qu'on doit faire un bond en avant et on aura beaucoup de mal à faire un bond en avant si on n'a pas des moyens de montrer effectivement à la population que l'Europe n'est pas seulement un instrument de déréglementation et de police budgétaire. Or, ce plan de relance, de ce point de vue, intervient à un moment tout à fait important, même si on ne se doutait pas à quel point c'était utile, puisqu'il a fait sauter, comme Catherine l'a bien expliqué, il a fait sauter un certain nombre de verrous
qui devrait nous permettre effectivement de mieux répondre aux problèmes qui se posent à l'Europe. D'abord sur le plan budgétaire, puisque ça fait plus de 30 ans cette fois-ci, mais le 1%, il remonte au début des années 80, donc ça fait plus de 40 ans qu'on est à 1% du PIB, ce qui est c'est tout à fait grotesque par rapport aux problèmes qui se posent à l'ensemble de l'Europe. Et qu'en termes de marché unique, en fait, bien que beaucoup de pays de l'OCDE aient adopté les mêmes mesures de déréglementation et de privatisation, c'est l'Europe qui porte le chapeau pour une partie importante de la population et qui pense que c'est, par exemple, l'ultralibéralisme européen qui est responsable de tout ce qui va mal dans les États membres. Or, pour relancer l'Europe, et on a besoin de le faire par rapport notamment à la règle de l'unanimité, par rapport à un certain nombre de changements qu'il faut apporter, ne serait-ce que pour assurer notre sécurité, on a besoin d'un minimum, je dirais, d'adhésion de la population. Et de ce point de vue-là, le plan de relance, si il est limité, apporte déjà quelque chose d'important. Et si il est renouvelé, comme on en parle, de manière de plus en plus importante dans certains cercles, ce système de relance économique peut transformer le paysage économique européen. On a déjà multiplié par 5 en fait notre capacité budgétaire, et si cet argent est bien utilisé, bon, ça peut entraîner un changement assez profond des opinions politiques. Bon, il faudra aussi travailler un petit peu notre système d'information parce on a très mal vendu nos affaires auprès de la population, mais c'est un élément qui revient sur une trentaine d'années de pression économique et budgétaire, et c'est tout à fait important, je dirais, de le mettre en valeur et d'expliquer à quel point, en se tournant, peut représenter pour l'Europe et pour l'efficacité de la construction européenne quelque chose de tout à fait différent de ce qu'on a connu pendant une trentaine d'années. On a plutôt eu l'impression, et c'était une réalité, d'imposer un certain nombre de contraintes. Bon, on est vu dans certains milieux comme le père Fouettard du système économique dans l'Europe élargie, et il est tout à fait essentiel effectivement qu'on puisse prouver le contraire, et je pense on a maintenant le moyen de le faire, un moyen qu'on n'avait pas avant, dont on pouvait à peine rêver il y a 5 ans, comme Catherine l'a bien expliqué, et que de ce point de vue-là, il faut transformer cet effort et se montrer suffisamment convaincant pour que aux élections européennes de 2024, il n'arrive pas, je dirais, une majorité de députés europhobes, eurosceptiques, anti-européens, etc., qui mettront le Parlement dans l'incapacité finalement de faire des avancées. Donc c'est tout à fait essentiel de bien montrer ce qui a déjà été fait, de bien montrer à quel point c'est différent de ce que nous avions fait avant, et à quel point aussi c'est un tremplin en fait pour faire davantage dans le futur et pour démontrer finalement que l'Europe peut faire bien plus que ce qu'elle a fait auparavant. Donc je vais rendre la parole sur cette conclusion. Merci de votre patience. Bien, c'est à nouveau à Catherine, si j'ai bien compris, et puis Olivier. Catherine? Oui, merci Georges. Alors, pour suivre sur l'évocation historique des contraintes qui pesaient sur le budget européen, 1984, rappelons-nous, je veux, I want my money back. C'est l'innovation dans les instruments qui est proposée dans le cadre du plan de relance et du nouveau cadre financier pluriannuel. C'est le recours à l'emprunt, à savoir que l'Union européenne donc, prévoit sur 7 ans d'emprunter 800 milliards d'euros d'ici 2026, soit 5% du PIB. Hein, je prends les chiffres officiels, je ne les ai pas concoctés, même si je m'abstiens parfois de trop les affiner parce qu'il y a des problèmes de méthode qui sont énormes. Alors, le recours à l'emprunt, c'est pas tout à fait, il y a eu des petits emprunts, hein, mais c'était globalement interdit pour des raisons de principes budgétaires très stricts au niveau européen. L'Union européenne ne peut pas dépenser plus que ce qu'elle a dans ses caisses, c'est-à-dire que ses recettes. Et les recettes,
elles sont votées à l'unanimité, ce sont les ressources propres, par les États membres, avec ratification par les parlements nationaux. On voit que la machine n'est pas très légère, ni très alerte. Donc l'emprunt, c'était effectivement une rupture par rapport à cette idée d'équilibre budgétaire. Historiquement, la CECA avait quand même quelque part plus de capacité que l'Union européenne. Et c'est pour ça donc qu'on a pu lancer ce plan de relance Next Generation EU et simultanément soulager des budgets nationaux qui sont exsangues. Nous avons eu une croissance faible pendant plusieurs décennies. Les finances publiques se sont dégradées. Et puis, nous avons eu beaucoup de crises, notamment la crise financière internationale. Et donc, demander aux États membres de financer une reprise, c'était tout à fait irréaliste. Il fallait effectivement trouver une respiration et c'est cet emprunt qui est à titre temporaire et exceptionnel, avec une vision sur le long terme, comme j'ai dit, 2054 pour rembourser. L'autre chose, et qui j'avoue m'a tout à fait réjoui quand j'ai lu le paquet de mai 2020, c'était la relance d'une réflexion sur les ressources propres. En 2018, on avait rencontré Jean-Charles Lègue, ancien directeur général adjoint des politiques régionales, hein, des Régio, de la Commission européenne, qui nous avait dit les ressources propres, c'est mort. Et moi, qui ai travaillé dans le domaine pendant un certain nombre d'années, je trouvais quand même que c'était fort triste. Donc, on avait quelque part abandonné cette idée de pouvoir déverrouiller les choses. Mais, quelque part, cet emprunt, il faut le rembourser. Le budget européen va en assumer la charge, quelque chose comme 50 milliards d'euros, mais bon, tout ceci dépend aussi de l'évolution des taux d'intérêt. Et la Commission européenne a proposé plusieurs choses, une taxe sur les plastiques non recyclés. Bien entendu, nous avons toujours, je vais quand même partager une image qui est bien connue, mais pourquoi se priver de la vision, parce qu'il faut quelque part voir les choses, sur l'évolution des ressources propres de l'UE. Elles ont été créées, ces ressources propres. À l'origine, c'était des contributions nationales, comme toute organisation internationale, ce que l'Union européenne n'est pas. Puis ensuite, on a créé une union douanière, et selon la logique budgétaire normale et très démocratique, en créant une union douanière, c'est-à-dire une gestion commune des frontières extérieures, on générait un fait nouveau, qui était la traversée de ces frontières. Et donc, on importait des produits venus de l'extérieur et on prélevait des recettes douanières aux frontières. Ceci alimentait le budget européen. C'est normal, on ne va pas donner à X ce qui est véritablement créé. La plus-value européenne explique que c'était des ressources propres. Mais au fil du temps, on voit aussi que ces ressources de douane, qui étaient modestes, deviennent extrêmement modestes. Elles sont en jaune sur le tableau, et donc elles ne suffisent plus du tout à alimenter le budget européen. On a bien entendu créé des ressources TVA, tout ça renvoie au paquet de l'or, déjà la fin des années 80. Et puis pour compenser, parce qu'on n'arrivait pas à décider en commun sur la création d'impôts européens, pour utiliser les mots un peu forts, on a créé donc une RNB, c'est-à-dire une ressource propre basée sur la richesse de chaque État membre. RNB veut dire qu'il y a des calculs statistiques et on voit qu'actuellement presque 70% des recettes du budget européen sont assises sur ce revenu national brut. Alors, très bien, on a garanti le financement, c'était essentiel, là aussi grâce à Jacques Delors. Le problème, ceci dit, c'est qui paye? La RNB, ça veut dire que ce sont les contribuables qui payent. Hein, c'est-à-dire, vous, moi, n'importe quel citoyen européen paye via le budget, enfin, l'économie européenne via le budget européen et la contribution nationale. Ça n'est pas tout à fait juste parce que nous avons quand même des entreprises qui sont considérables sur notre territoire
qui font leur profit sur le territoire de l'Union européenne et qui ne payent pas. Donc, d'où le sursaut qui a été décidé, et donc on ne peut que s'en réjouir, de revenir à des constatations sur la capacité fiscale de l'Union européenne et le besoin de justice fiscale et les besoins économiques, bien entendu, qui est de demander une contribution financière, que ce soit aux entreprises numériques, que ce soit aux pollueurs, que ce soit aux grandes entreprises qui œuvrent sur le territoire européen. Donc, toutes sortes de projets ont été présentés en mai 2020, la taxe sur le numérique, l'assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés, la taxe sur le carbone aux frontières, ceci destiné à éviter que les entreprises européennes, comme elles le font parfois, délocalisent leur production polluante dans des pays tiers et rapatrient leurs produits sans payer. Les transactions financières font aussi partie de ce paquet. Tout ceci permettrait d'alléger la contribution des États membres, d'ajouter une dimension de justice fiscale au budget européen, bah oui, c'est-à-dire faire contribuer les autres. Et comme on le sait, ceci est passé dans les négociations internationales avec un accord qui, comme toujours, est un peu un verre à moitié vide, à moitié plein, qui est un accord au niveau international via l'OCDE de prélever 12,5% ou 15% sur les entreprises, ce qui est un taux pas énorme, mais s'il était appliqué, permettrait quand même de résoudre un certain nombre de difficultés pour les finances publiques. La taxe sur les GAFA, bon, les Américains ne sont pas très favorables et on le comprend. Enfin, je veux dire, l'Amérique de Joe Biden, pour le moment, c'est un petit peu en suspens. On a aussi des quotas d'émissions de gaz à effet de serre. C'est une machine plus complexe. En tout cas, voilà un chantier essentiel qui doit se dérouler d'ici 2024, parce qu'il va falloir quand même penser à se mettre en ordre de marche pour rembourser. Donc, ne doutons pas qu'il va y avoir des grandes discussions, de grands affrontements, mais on ne peut que se dire qu'il faut quand même aller vite, parce qu'on ne va pas pouvoir simplement engranger des déficits. Il faut véritablement se doter d'un effet Bruxelles qui ne soit pas simplement normatif, mais qui reflète bien la réalité économique et commerciale du territoire européen. Voilà un petit peu Bien, sur les merci. ressources propres. Et tu as fini ton intervention? Oui, Oui. merci. Alors, peut-être que c'est le moment de permettre à Olivier de faire un premier commentaire sur les deux interventions, et puis la parole sera aux participants. Olivier, s'il te plaît. Oui, bonjour. Merci à Catherine et à Jean-François et à Georges pour de me laisser cette occasion de commenter sur cette percée, en effet, tout à fait historique en matière budgétaire européenne. Je vais juste faire trois commentaires. Le premier, c'est sur, en laissant de côté d'ailleurs tout ce qui concerne les ressources propres, qui serait un sujet en soi, qui serait le quatrième sujet, mais que je vais laisser de côté parce que c'est un petit peu plus compliqué. Le premier, c'est le rappel des circonstances d'économie politique qui ont fait que ce plan de relance a pu être adopté. Je crois que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un défi perçu comme commun par tout le monde, donc une communauté de destin véritablement avec la crise du Covid, mais avec des effets très différenciés d'un pays à l'autre. Et je me souviens très bien de Angela Merkel qui expliquait ça à sa population pour lui faire accepter ce plan de relance historique, en effet, parce on allait subventionner des budgets d'autres pays, qui disaient cette fois-ci, ce n'est pas la faute des pays, mais c'est la faute d'un facteur exogène. Pour autant que d'ailleurs, je ne m'associe pas au jugement de Mme Merkel sur le fait que ça a été la faute des autres pays à l'époque, mais enfin, c'est une autre question. Donc ça, ça a été un élément extrêmement important. On a maintenant évidemment une situation qui est assez similaire, puisqu'on a la guerre en Ukraine, ses conséquences sur les prix de l'énergie, et on peut très bien imaginer que ce soit aussi
une occasion pour une nouvelle opération de ce genre. On n'en est pas là comme Catherine l'a surveillé. Et j'aimerais aussi, comme cofondateur de Green Intervention, en effet souligner que nous avons un défi commun qui est celui de la décarbonation de l'économie européenne et celui de la transition écologique plus généralement. Et ceci va nécessiter à la fois des efforts considérables en matière budgétaire et de politique publique, qui à cette occasion sont en train d'être réhabilités après des années de misconsideration, de mauvaise, de négligence, et je pense que c'est un élément extrêmement important d'avoir ça. Donc je pense véritablement que cet instrument financier devrait trouver un débouché, mais les conditions d'économie politique sont, nous avons un défi commun, mais il impacte les pays de façon différenciée, notamment les besoins budgétaires des pays de façon différenciée. Donc ça, c'est le premier point. Je pense qu'il faut avoir bien ça en tête pour comprendre où nous allons aller. Deuxième point, je pense que la facilité a été innovante dans la mesure, et je pense que c'est absolument nécessaire, elle a mis en œuvre une articulation entre le niveau européen et le niveau national en matière de politique publique et en matière de politique budgétaire. Bon, comme vous le savez, la facilité finance les budgets nationaux en réalité. Elle ne finance pas des projets, même si sur la base de présentation de projets par les pays, ces projets après sont mis en œuvre au niveau des budgets nationaux. Ils sont insérés normalement dans des stratégies sectorielles ou dans des stratégies de réforme. Et donc c'est cette articulation-là qui est en effet essentielle. Et je pense que c'est un véritable besoin parce que notamment en ce qui concerne la transition, mais aussi en ce qui concerne les réactions à la hausse des prix de l'énergie, pour autant qu'on mette en œuvre de cet instrument. L'identification des besoins doit se faire au niveau national. Ce n'est pas en matière de transition, ce n'est pas simplement un projet qui compte, un projet d'infrastructure. C'est toute une politique sectorielle articulée autour de réglementation, autour de la fiscalité, autour d'aide aux plus vulnérables pour surmonter les possibilités. Et ceci doit être identifié au niveau national. Et bien entendu, après, le financement doit être européen. Donc, il doit y avoir cet aller-retour entre les deux niveaux qui est extrêmement important et qui a été mis en œuvre avec la facilité. Et je pense que ça peut en effet donner une bonne base pour le futur. De la même façon, la réforme du pacte de stabilité qui va avoir lieu, d'ailleurs la Commission vient de décider de proposer la prolongation de la clause de suspension, juste aujourd'hui, je viens de l'apprendre il y a 1 heure là, à peu près, dans sa réunion d'aujourd'hui. Donc cette réforme du pacte de stabilité pourrait très utilement être articulée en effet autour de l'idée que les pays présentent un programme budgétaire, y compris d'investissement, y compris de dépenses, disons, dites vertes, mais aussi d'évolution de leur endettement, qui serait validé au niveau européen. Et ainsi, on organiserait aussi un aller-retour en termes de programmation budgétaire nationale. Donc, je pense que c'est cette idée qu'il faut maintenir d'articulation entre le niveau européen et le niveau national qui est extrêmement important. La troisième remarque que j'aimerais faire, c'est sur l'efficacité des politiques budgétaires en général. On a là un problème, et je vais le dire franchement. La Cour des comptes allemande vient d'indiquer que l'ensemble des programmes budgétaires de transition et de décarbonation manque à la fois d'efficacité et de transparence. C'est le premier point. En France, le Haut Conseil Climat et l'agence environnementale qui a en charge la vérification, la validation des programmes du point de vue environnemental, qui a un rôle de consultant et qui donne un avis,
parvient à peu près à la même conclusion. C'est-à-dire que la vie est extrêmement dure. La France n'a pas encore commencé la transition écologique. La Cour des comptes européenne vient de rendre un avis très similaire. J'ai ici, elle dit, elle nous raconte que la façon, la méthode utilisée dans la facilité résilience et redressement ne permet à la fois ni de vérifier les dépenses réelles, ni leur efficacité. Donc je pense qu'il y a en règle générale, et c'est pas très étonnant, après des années de politique publique dont on a dit qu'elle ne servait à rien, qu'il fallait que l'essentiel c'était le marché, etc., les administrations ont perdu l'habitude de mettre en place des politiques publiques. Je pense que c'est vrai dans tous les pays. Et je crois que si on veut véritablement renforcer les moyens budgétaires, que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau national, je pense qu'il va falloir d'urgence insérer dans la gouvernance cette idée que nous devons améliorer l'efficacité des politiques publiques et des politiques budgétaires, notamment sur la transition et sur la décarbonation, car nous n'en sommes pas là. Il y a aussi un rapport de la Commission sur les pratiques de budgétisation verte dans les États membres. Je vous invite à le lire, il est à la DG ECFIN, il est absolument désastreux. Dans aucun des États membres, il n'y a véritablement des programmes, des méthodes de budgétisation verte qui soient à la hauteur. Donc je pense que ici, si nous voulons en effet améliorer en quelque sorte les capacités budgétaires et les capacités qualitatives budgétaires, nous devons avoir véritablement cette double idée. Articulation niveau européen, niveau national, pour être sûr que les besoins nationaux sont véritablement reflétés dans les décisions budgétaires, d'une part, et d'autre part sur l'efficacité. Voilà, merci. Merci, Olivier. À moins que Jean-François et Catherine veuillent avoir un premier commentaire sur l'intervention d'Olivier. Dans ce cas-là, vous le dites. Oui, Catherine? Oui, très brièvement. Oui, effectivement, moi, je n'ai pas du tout abordé la question du contenu du plan de relance et du cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire quelles politiques sont destinées à être financées. Et tout ceci reflète quand même les priorités définies au niveau européen. 37%, si j'ai bien compris, du cadre financier pluriannuel et peut-être aussi du plan de relance sont pour le climat, pour lutter contre le changement climatique. Donc c'est quand même, alors il faut voir le détail et bien entendu la mise en œuvre, qui n'a rien de simple, mais c'est quand même des objectifs, à ce que je crois également, 20% des montants doivent être consacrés à l'Europe numérique. Donc on a là quand même, ça pas simplement une machine à sous, mais une machine à rendre les politiques possibles. Alors, elles sont possibles, l'argent est là. Maintenant, il faut effectivement mettre en œuvre à travers des plans de relance nationaux et tenir nos engagements, notamment en termes environnementaux, numériques, et puis maintenant, sans doute aussi répondre aux urgences de sécurité extérieure et intérieure. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. Je n'ai pas abordé la question à venir hein, des difficultés institutionnelles, c'est-à-dire des modes d'adoption, mais on y reviendra sans doute. Je rends la parole. Merci. Alors, il y a des participants. Yorgos, juste une remarque Oui, là-dessus. s'il te plaît. Ce que la Cour des comptes européenne critique, c'est la façon dont on calcule les 37%, justement. C'est ça qui est remis en cause. Et je pense tout à fait à raison, d'ailleurs. Mais c'est un vrai problème. Nous sommes là face à un vrai problème d'efficacité et de transparence sur ce que nous faisons avec l'argent public. OK. Alors, il y a un participant qui revient sur les pourcentages et les chiffres. Il dit 1% par an, c'est de l'ordre de 155 milliards d'euros. Oui, pas de 1000 milliards, ça c'est clair que ce n'est pas 1000 milliards pour le budget communautaire, n'est-ce pas? Le budget de l'Union.
Et donc, il aurait fallu peut-être diviser les différents montants par leur durée d'intervention et puis ramener tout en un an. Comme ça, on aurait une image plus exacte de, disons, des sommes en jeu. Alors, oui, Chiche. si, je vais le faire, oui, avec ton aide d'ailleurs. Jean-François, tu voulais intervenir? Oui, moi je voulais simplement souligner un point un peu plus général. En fait, c'est notre capacité à vendre ceci à l'opinion publique. On l'a vu quand on a acheté les vaccins, etc. C'est passé quasiment, l'action de l'Union européenne est passée quasiment inaperçue. Bon, tous ces chiffres sont impressionnants. Ils sont tout à fait remarquables. Je suis tout à fait d'accord à la Cour des comptes, mais mon souci principal, puisque 2024, c'est quand même dans même pas 2 ans maintenant, c'est l'autre capacité à vendre à l'opinion cet effort sans précédent, passer de 1% à 5% du PIB, je dirais, en matière de capacité budgétaire. Tout ceci, j'ai l'impression que ça passe encore très largement au-dessus de l'opinion publique. Je trouve que la presse, d'ailleurs, n'en parle finalement pas énormément, c'est-à-dire qu'on devrait avoir l'effet d'annonce, une fois passé, on devrait avoir des commentaires réguliers dans la presse sur la manière dont tout ceci est entré en fonction. Et je vois rien venir. C'est-à-dire que mon inquiétude, c'est qu'on fasse du très bon travail, mais que ce travail ne soit pas reflété dans l'opinion et que ça ne soit pas reflété ensuite par les comportements électoraux. Et là, je pense que notre système d'information, probablement, enfin, je ne veux pas être méchant avec ceux qui le font, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas à la hauteur de l'initiative et de la nouveauté de ce que nous avons fait ou de ce que nous sommes en train de faire. Ce qu'il faudrait rappeler, c'est que non seulement il faut faire le plan de relance, et c'est déjà beaucoup, mais il faut aussi le vendre à l'opinion, ce qui n'est pas quelque chose qu'on a fait très bien jusqu'à présent. Confère le problème de la vente des vaccins qui aurait dû être compris par tout le monde et dans lequel, je crois, on n'a pas assez bien mesuré la valeur ajoutée qu'avait apporté l'Union européenne. Et là, j'ai peur que cette valeur ajoutée de l'Union européenne n'apparaisse pas clairement non plus. Et ça serait dommage puisqu'on est à moins de 2 ans des élections au Parlement européen. Merci. Merci Jean-François. Est-ce que maintenant des collègues souhaitent? Oui. Donc là, je vois Nelly qui lève la main. Mais mettez votre micro et je vais prendre peut-être les interventions deux par deux et puis les intervenants répondront s'ils estiment. Allez-y, Nelly. Oui, moi ce que je voulais demander, donc il va y avoir les plans de relance et il va y avoir les plans pour chaque fonds structurel, c'est bien ça? Oui, Catherine, tu veux. Oui, donc ce que je veux demander, c'est quelle est l'articulation entre ces plans de relance et les plans des fonds structurels, vu qu'un certain nombre de mesures se recoupent, en particulier les aides aux entreprises et tout ce qui est chômage et autres aides sociales. Bien. Est-ce qu'il y a une seconde intervention? Je ne la vois pas. Mais bon, donc, qui veut répondre? Catherine, Jean-François, Olivier, ou les trois à la fois? Alors, je veux bien un tout petit peu répondre, mais comme je dis, j'étais intéressée, moi, dans les grandes valeurs. Les politiques structurelles restent bien entendu en place, et elles sont alimentées par le plan de relance qui est adossé au budget. Donc, on a un budget européen avec les grandes catégories des politiques sectorielles qu'on connaît et qui demeurent en place, même si les politiques structurelles ont tendance à perdre leur côté dominant. Et elles sont alimentées par les emprunts que lance la Commission européenne. Alors, les montants par secteur ou par politique sectorielle, je ne les ai pas. Ce que je peux éventuellement partager, c'est le site de la Commission où on peut aller chercher le détail des différentes rubriques budgétaires pour utiliser le jargon budgétaire. Ouais, elle est possible synergie entre, oui, le Recovery and Resilience Fund et les fonds structurels. C'est M. Loprioré, qui est un spécialiste de l'EIPA, qui ajoute une remarque pour Nelly. Moi, je vais partager le lien que j'ai ouvert
sur le site Intracom et on peut aller chercher beaucoup d'informations plus détaillées. Bien. Jean-François, Olivier, un commentaire? Oh non, je crois qu'on a dit l'essentiel. Au niveau des fonds structurels, en programmation, bien qui était déjà bien engagé avant que tout ceci soit décidé. Bon, comme c'est les mêmes personnes qui font les programmes, notamment dans les régions qui bénéficient le plus des fonds structurels, bon, j'imagine que ça ne devrait pas être trop difficile d'arriver à un minimum de coordination. Olivier? Oui, oui, non, je pense que la coordination se fait en effet là au niveau national. Enfin, il faut espérer qu'elle se fasse au niveau national, justement. C'est entre les fonds. Il faut espérer. Oui. On dirait qu'on est plus dans une logique de dépense et d'absorption de l'argent, avec une latitude très grande donnée aux États sur les taux de cofinancement 100% et même sur la nature des projets, où on est moins regardant sur le contenu et peut-être moins exigeant par rapport à des contraintes environnementales. On a l'impression que le leitmotiv maintenant, c'est absorber les fonds et relancer la machine, même si on ne le fait pas dans l'orthodoxie de notre politique. Je ne sais pas ce qu'en pense Olivier de ça. Moi, j'ai quelques exemples Oui, non, mais... en Grèce, mais je ne sais pas s'ils Oui, sont... non, c'est clair qu'en période de récession ou de risque de récession ou de nécessité de relancer la machine, la qualité des finances publiques en général tend à se détériorer, y compris parce qu'on a manqué au cours des dernières années, et c'est là à nouveau un point sur lequel les politiques publiques devraient être réhabilitées, de construire un pipeline de projets corrects. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus une idée relativement claire sur les stratégies, notamment de décarbonation ou de digitalisation pour ceux qui y tiennent, ce qui n'est pas mon cas. Mais enfin, les questions de stratégie environnementale qui nécessitent une idée relativement claire de où on veut aller avec les infrastructures, quel type de mobilité on veut avoir dans 20 ans, quel type de production et de distribution d'énergie on veut avoir, comment on va réformer et transformer la politique agricole de manière à ce qu'elle contribue véritablement au Green Deal, ce qui en ce moment elle ne le fait pas. Donc je pense qu'il y a toute une série de questions fondamentales qui se posent et des défis fondamentaux qui se posent à nous et sur lesquels l'Union européenne donne des impulsions très fortes, je le reconnais, c'est tout à fait clair. Sans elle, on serait encore à moins 10, alors là qu'on est peut-être à 0 ou à plus 1 au niveau des États. Mais au niveau des États, les stratégies de décarbonation, les stratégies de transition écologique, juste n'existent, sont encore très nascentes, très naissantes. Quand on voit que c'est maintenant, après la priorité de la transition énergétique est venue à l'agenda véritablement du gouvernement allemand avec sa nouvelle coalition et on espère que Macron 2 fera le job, ce qui n'est pas encore sûr. Mais au moins, on aura un Premier ministre en charge de la planification écologique. Donc, c'est pour dire, et alors que jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné. Et ça ne fonctionne pas. Donc, je crois il faut être conscient que les politiques publiques et les politiques budgétaires qui vont avec, de ce point de vue-là, et en dépit de l'urgence climatique, je crois qu'on a le mois de mai le plus chaud depuis 50 ans ou 60 ans, et ça va se répéter. On a parmi les 10 dernières années, on a eu les 9 années les plus chaudes depuis 2 siècles. Je crois que cette question de l'urgence climatique n'est pas encore dans les politiques, véritablement dans les politiques publiques. Au niveau européen, oui. Au niveau conceptuel, ça commence à venir. Au niveau des mises en œuvre et des capacités de mettre en œuvre des politiques, on n'y est pas. Et je crois qu'il est essentiel qu'on ait véritablement ça en tête si on ne veut pas aller dans le mur. Et y compris, ça fait partie de tout ce qui concerne les politiques budgétaires, la coordination des politiques budgétaires nationales via la réforme du pacte de stabilité, la politique budgétaire européenne et son articulation entre les politiques budgétaires européennes et nationales.
Il y a quand même un lien entre ce qu'on vient de dire et la remarque de Jean-François sur la communication, parce qu'on a l'impression que nos capacités de réaction, pour significatives qu'elles fussent, eh bien, elles sont un peu tardives, parce qu'il a fallu atteindre une seconde crise d'ampleur, et qui donc, pour que finalement on fasse un plan de relance qui, sans doute, est significatif par rapport à notre histoire, mais qui est, comment dire, insuffisant peut-être par rapport aux besoins et par rapport à la lutte climatique. Et donc là, il y a un décalage. Et d'autre part, comme tu le dis, Olivier, la concrétisation de ce plan et son action sur le terrain, pour l'instant, n'ayant pas donné, disons, des résultats visibles, il est très difficile finalement de sortir, disons, d'une action très propagandiste en disant voilà, nous agissons, et aller vers des choses où on peut démontrer qu'il y a eu des évolutions. On prévoyait par exemple qu'il y avait une accélération du réchauffement et maintenant on est dans la diminution et tout ça. Il y a des choses tout à fait intéressantes qui se sont faites par ailleurs au niveau économique pour maintenir les gens à l'emploi, comme ça se fait d'ailleurs en Allemagne. Mais maintenant, avec la guerre, nous sommes en train d'ajouter une crise dont on est à peine sorti, celle qui était, et dont on ne sait pas si on est vraiment sorti, celle qui était la crise sanitaire et ses effets sur l'économie, à une crise induite par une guerre qui va durer. Et donc la question que posait Kopman lors de sa dernière conférence était est-ce que, et qui disait que c'était important que les fonds soient absorbés et que ce plan se concrétise, c'était que la question qui se pose, c'est celle d'un second plan, parce qu'on ne va pas s'arrêter avec juste ça. Et la question du second plan, je n'ai pas l'impression que c'est une question qui est posée politiquement par les gouvernements et par la Commission. Peut-être que je me trompe. Donc, si c'est le cas, Catherine et Jean-François ou Olivier vont peut-être corriger. Catherine et puis Jean-François. Oui, une remarque rapide et je pense qu'on s'intéressera après sur l'avenir, effectivement, et les blocages éventuels institutionnels et les déblocages à espérer. Il faut du temps. Par ailleurs, on est tous un peu dans la nasse des espaces politiques nationaux. Le chômage en France, par exemple, a baissé. Bon, hein, on venait de haut. Et sans doute avec l'aide du plan de relance européen, sure. Enfin, le programme en particulier, sure. Mais ceci est extrêmement difficile à dire, puisque ça peut être compris comme de la propagande politique, même si les experts économiques le constatent, et que par ailleurs, l'impact macroéconomique de l'action européenne est difficile à lire au niveau national. En France, par exemple, je parle de ce que je connais, on parle du plan de relance français, hein, Relance France. Bah, on ne peut même pas reprocher aux Français qui sont plutôt pro-européens, je parle de leurs dirigeants actuels, d'être particulièrement anti-européens, mais la communication spontanée, c'est de dire, ben voilà, c'est français. On parle du plan de relance français et pas de l'action commune et collective au plan européen. Donc, on a une déperdition au niveau visibilité des actions communes. On a un blocage dans des espaces politiques nationaux, avec leurs contraintes, leur calendrier, etc. Très difficile de se mettre en face. Et du point de vue de l'exécution du plan de relance, ça prend du temps. On estime à environ 4% la capacité d'absorption des économies nationales. Georges m'a mis au défi d'aligner ou de raffiner du point de vue annuel, mais moi je pense que ce serait plutôt au directeur général des budgets de tenter un exercice aussi périlleux, ou à un expert de haut vol, ce que je ne suis pas. Moi j'estime qu'environ on est là aussi plus ou moins entre du 4-5% d'impact annuel. Mais c'est beaucoup. Tout à l'heure, c'est beaucoup. Alors c'est beaucoup et ça dépend de beaucoup de choses. J'étais en Italie il n'y a pas longtemps. J'ai discuté avec une élue locale qui m'a expliqué que au niveau local, donc à Lecce,
Ils essayaient de développer des bus pour faciliter le transport des travailleurs entre la campagne et la ville, qu'ils allaient également agir pour la formation des femmes. Tout ceci est extrêmement, ça percole, mais plus on rentre dans le détail, ça prend du temps. Et la Cour des comptes aura sans doute une vision à terme. Ça prend du temps et ça doit percoler jusqu'aux acteurs locaux. Dans la mesure où ces acteurs locaux, et là je cite quasiment les échanges que j'ai eus sur place, sont honnêtes, c'est-à-dire non corrompus, il va y avoir un impact. La question, c'est bien entendu la démocratie locale, la lutte contre la corruption aussi, le détournement des fonds et le respect des objectifs fixés au niveau européen. Là, bien entendu, c'est en train d'arriver. Bien. Jean-François? Oui, je dirais, Georges, tu me confirmeras certainement, on a cette expérience dans la popularisation, si je peux dire les choses comme ça, des dépenses des fonds structurels, c'est-à-dire depuis 30 ou 40 ans, on s'est donné beaucoup de mal, effectivement, pour arriver jusqu'au niveau du citoyen et montrer effectivement ce que nous faisions en matière de dépenses structurelles avec des réalisations concrète, toute expérience à la fois de ses aspects positifs et de ses aspects moins positifs pour montrer qu'effectivement on peut arriver à faire un certain nombre de démonstrations et se dépêcher de les populariser, utiliser peut-être davantage les médias qu'on l'a fait jusqu'à présent, parce que souvent on s'est contenté de la propagande qui était faite par les États membres. Or, les États membres ont souvent essayé de montrer que c'était eux qui faisaient tout et qu'il y avait un petit peu d'argent européen, bien sûr, mais enfin que tout ça, c'était encore dans le concept du juste retour. Et là, je crois qu'on pourrait essayer de démontrer qu'il s'agit d'une affaire quand même qui est beaucoup plus communautaire que les précédentes et que donc le bénéfice doit en revenir aux institutions européennes. Alors ça demande une campagne habile de communication avec les médias de manière à ce que ça finisse par arriver de manière positive au niveau du citoyen lambda à travers les différents médias et en fonction effectivement des caractéristiques propres du système médiatique dans différents États membres. Bon, c'est maintenant, dans la mesure où effectivement notre cible doit être de convaincre les gens en vue des élections européennes de 2024. Merci. Est-ce que Olivier, tu veux ajouter quelque chose en branchant ton micro et qui pourrait être Pour revenir à l'import, je partage complètement l'objectif de veiller à ce que l'Europe soit perçue comme positive. Et les critiques que j'ai faites avant étaient essentiellement des critiques de mise en œuvre qui portent sur les capacités de mise en œuvre des États et non pas européens. Et je crois que c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Et l'Europe et l'Union européenne peuvent jouer un rôle important en pointant du doigt justement le fait que sur certains sujets, les États ne sont pas à la hauteur des objectifs climatiques partagés par l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc ça, c'est un premier point. Concernant maintenant le futur, je crois, moi, j'aurais tendance à plaider de l'extérieur pour une deuxième facilité ad hoc pour permettre d'absorber aux États les effets sociaux de la hausse des prix de l'énergie, et notamment sur les ménages les plus vulnérables. C'est-à-dire ne concentrer le problème principal que nous avons actuellement avec ce qui se passe, c'est que la hausse des prix de l'énergie affecte les revenus, les ménages les plus vulnérables. Et la capacité des États de l'Union est tout à fait différente pour faire face à ces besoins. Et la façon dont les États sont affectés et les couches les différentes catégories sociales sont affectées est aussi très, très différente d'un pays à l'autre. Mais on peut très bien imaginer un plan qui permettrait en quelque sorte de mettre en avant cette dimension sociale de l'Union européenne qui serait aussi importante et qui est d'ailleurs une précondition pour la transition écologique. Il n'y aura pas de transition écologique dans les inégalités actuelles. Donc je pense que si quelqu'un a la possibilité de plaider
dans cette direction. Je crois que ce serait un plan de relance qui serait focalisé là-dessus, me paraîtrait tout à fait essentiel, et à nouveau en l'articulant bien le niveau européen et le niveau national. Je ne pense pas qu'on puisse simplement dire oui, l'Europe fait ci, l'Europe fait ça. Je crois en France, je suis désolé, mais la contribution du plan de relance aux finances publiques françaises est marginale. En Bulgarie, il est extraordinairement élevé. En Italie, il est également extraordinairement élevé. Mais en réalité, le plan de relance français est cofinancé très largement par les finances publiques françaises. Donc, c'est pas, il faut bien différencier ça. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais je pense que par rapport aux dépenses 60-40. publiques françaises, hein, en pourcent des 60-40. dépenses. Oui, c'est Hein, 60 nationales, non, non, mais 40%. par rapport aux dépenses publiques totales, c'est ça Oui, qui compte, ou par rapport au déficit. Donc, c'est ce que je dis. 60% du plan de relance en France financé sur les finances publiques françaises, 40% en provenance du plan de relance européen. Oui, mais le plan de relance, c'est combien de l'investissement public français et combien Les des fonds dépenses publiques françaises? Mais c'est pas ça, rentrons pas là-dedans, mais c'est clair que l'importance relative du financement européen diffère très largement d'un pays à l'autre. Et c'était l'objectif, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas donner la même chose à la France et à l'Allemagne qu'on donne à l'Italie, à la Bulgarie ou à la Roumanie. Autrement, ça n'aurait pas de sens. Cet effet de redistribution est là, c'est clair. Bien. Il y a Catherine, et puis à nouveau Nelly. Alors moi simplement, mais c'était pour évoquer un petit peu la suite des choses. Mais là, on est en train de discuter sur le fond et le contenu des politiques mises en œuvre au niveau national et au niveau européen. Et je ne sais pas quelle est la question de Nelly. Si elle est encore sur le contenu des politiques, peut-être que ça serait mieux que ce soit elle qui parle d'abord. Nelly? Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est sur la question d'énergie. Par exemple, ici en Belgique, ils ont déjà pris toute une série de mesures pour aider les ménages, enfin. Mais je pense qu'ils ne pourront jamais absorber les hausses des prix d'énergie. C'est exclu, parce que si on diminue les taxes, ils ne pourront plus financer toute une série de, je ne sais pas, les hôpitaux, les écoles, etc. C'est-à-dire, ils ont besoin de toutes ces taxes pour pouvoir faire la politique, en particulier la politique sociale. Ça, c'est d'une. De deux, concernant l'environnement, je pense que dans les situations où on est, on va avoir un recul très important des mesures environnementales. Je prends par exemple le cas de l'agriculture, avec l'augmentation des prix des céréales. Non seulement on va mettre en culture les jachères, bon, qui sont quand même, bon, c'est pas énorme, mais enfin, non seulement on va mettre en culture les jachères, mais aussi on va intensifier beaucoup plus la production. C'est-à-dire que toutes les mesures environnementales qu'on a mises en place ou qu'on a essayé de mettre en place, les mesures agro-environnementales qui n'occupaient pas, disons, une partie énorme du budget, mais qui étaient une conditionnalité aux subventions, moi je me pose la question, est-ce que ça va se maintenir ou pas? Parce qu'il y a une contradiction entre le maintien de cette éco-conditionnalité et cette demande sur le marché de céréales qui est vitale pour le moment. Bien, Catherine? Oui, alors peut-être encore une réponse sur la question des recettes. Certes, le problème de l'énergie, c'est un sacré défi. La Commission a proposé des achats groupés. Et je ne vais pas inventer des solutions à une question aussi énorme. Mais je rappelle à nouveau que nous avons normalement une feuille de route pour mettre en place des recettes européennes, c'est-à-dire qui viendraient alléger les contributions nationales, restructurer les ressources dont dispose l'Union européenne en tant que telle, et on peut quand même légitimement espérer que là, si les États membres se bousculent un petit peu, on va dégager de la marge, dégager une marge budgétaire grâce à un impôt sur les sociétés à minimum de 15%, grâce à une taxe carbone aux frontières, grâce à
d'un nouveau système d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a quand même des chantiers, la taxe numérique, on a quand même des chantiers qui doivent aboutir en 2024 et qui devraient nous fournir à nouveau des marges. Enfin, je suis sans doute optimiste, et ceci en rappelant quand même que au niveau européen, il est vrai qu'il faut l'unanimité. C'est-à-dire que tout le monde doit être d'accord, ce qui est un sacré défi. Aucun État ne doit s'opposer à une décision sur de nouvelles ressources propres européennes. Donc, l'obstacle est énorme, et il faut en plus la ratification des États membres. Quand on veut, on peut aller vite. Il faut espérer que l'habituel jeu de marchandage entre les États membres, je te donne un oui, mais à condition que tu me donnes ça, va être raccourci, voire simplifié. Mais c'est vrai que c'est un petit peu des enjeux qui se passent, et on a bien entendu ouvert ou à moitié ouvert la possibilité de réformer, soit d'activer des mécanismes d'accélération par des passerelles, c'est-à-dire de décisions à la majorité qualifiée sur des questions comme les ressources propres. Ça, c'est un peu des recommandations faites par la conférence sur l'avenir de l'Europe, et le Parlement soutient, il a pris une résolution là-dessus. Bien entendu, c'est un chantier qui va remonter vers le Conseil européen. Je ne veux pas ouvrir des perspectives qui semblent stratosphériques. L'Union européenne est quand même proche, elle est quand même au service des citoyens et au service de la résolution des crises qui nous arrivent. Donc, j'espère que nous ne sommes pas à nouveau retombés dans une boîte fermée où c'est les arbitrages strictement nationaux entre le manque d'argent et les besoins croissants dans lesquels on va s'enfermer, parce que ça, c'est tout à fait mortifère. J'ai entendu aussi ce matin la Wallonie dire bah, on a un déficit de 500 millions d'euros, il va falloir trouver des solutions. Et l'Europe n'est pas un panier qui agit à l'infini, mais il y a quand même en même temps un combat, une feuille de route à mettre en œuvre, des décisions à prendre au niveau collectif européen, éventuellement un deuxième plan de relance. Tout ça, c'est quand même un chantier qui va s'ouvrir, qui s'ouvre maintenant. Hein. À l'automne, on va y voir un peu plus clair d'ici 2024. Donc, voilà. Une dimension aussi additionnelle dont on n'a pas parlé et dont on parle Kopman dans la dernière conférence, qui était, il dit, pour le plan de relance, il a dû embaucher plusieurs centaines d'agents temporaires pour emprunter sur les marchés. Et si on fait un plan de relance sur l'énergie qui ne serait pas uniquement, comme Olivier le suggère, un sûr pour énergétique, mais qui passerait aussi par l'achat groupé de ressources énergétiques, voire une accélération des investissements pour créer des capacités propres pour assurer une indépendance énergétique, eh bien, ça pose aussi la question, disons, de la fonction publique. Et pour l'instant, elle est énormément sous pression parce qu'elle fonctionne sur un budget constant et avec du personnel de plus en plus précaire. Et donc là aussi, c'est une question, parce que je vous rappelle que lorsque Delors avait donné un élan, disons, à la construction européenne dans les années 90, ça s'était traduit par la création de plusieurs milliers de postes, précaires certes, mais c'est des agents temporaires, et qui ensuite étaient titularisés. Et donc il y a la question aussi de l'outil qui est sursollicité et qui doit suivre, c'est une dimension supplémentaire, mais on en reparlera une prochaine fois. Je voudrais dire que nous allons faire une série de conférences sur la santé au travail, dans un environnement de travail qui est mouvant. On va aborder les questions de santé dans le privé et puis aussi dans les fonctions publiques européennes. Nous allons aussi refaire une conférence, on va être tenté de la faire sur comment dire, sur la convention
citoyenne pour savoir quel est le bilan qu'on pourra apprendre. On essaiera de faire une autre conférence sur la méthode, puisque la méthode faite, je ne sais pas si c'est 30 ou 40 ans, et donc à l'aube, disons, au moment où il y a un rapport sur sa mise en œuvre qui va être publié l'année prochaine, pouvant déboucher sur les mises en cause de celle-ci et une ouverture du statut, c'est bien de se réapproprier la matière et de voir au moment de cet anniversaire quelle est l'importance de la méthode et quels sont ses bienfaits. Voilà, donc pour l'instant, je vous dis au revoir. Et donc, à moins que Jean-François, Catherine et Olivier veuillent ajouter quelque chose, eh bien, Non, merci. oui, oui, je vous donne rendez-vous dans les pages de Grasp sur cette matière qu'on a abordée aujourd'hui. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à tous. Et merci à Catherine, à Jean-François et à Olivier de leur contribution à ce débat. Merci Je à ne sais vous. pas, Catherine, tu as fait circuler le document que tu as montré au Oui, il début? sera publié cette fois-ci, oui. ce document, Ok. dans le GRASP avec mention de la source, Ok. dans le GRASP qui va paraître en juin. L'article avec l'accord gracieux de Futurible. Donc, les données qu'elle a fait état seront publiées en juin. Et puis, en ce qui concerne le débat actuel qui va un peu au-delà de l'article, eh bien, ça sera publié avant Noël. OK, merci. 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 À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.